Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Les livres qui sont juste ici à côté de moi, ce ne sont pas n'importe quels livres. Ce sont tout simplement tous les livres que j'aurai lus durant ce mois d'août 2024 et je dois avouer que les vacances ont été très prolifiques parce que c'est à l'heure actuelle mon plus gros bilan de 2024 avec 11 livres de lus. Donc c'est parti pour vous montrer mon bilan lecture du mois d'août. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune de mes prochaines sorties de vidéos. Si vous voulez découvrir un petit peu plus de mon contenu, je vous invite aussi à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram. Comme tous les mois, je vais vous présenter mes lectures de ma moins bonne lecture jusqu'à ma meilleure lecture. Mais petit à petit, vraiment, j'arrive de plus en plus à savoir si un livre va me plaire ou non. Donc les déceptions littéraires deviennent de plus en plus rares et c'est génial. Ce qui fait que ma moins bonne lecture, c'est un 3 sur 5. Ce qui fait d'elle une bonne lecture. Je vous rappelle moi comment je note mes lectures. Il y a coup de cœur, c'est incroyable, ça m'a touchée, ça m'a marqué d'une façon indescriptible. 5 étoiles, c'est une très bonne lecture, j'ai rien à redire. 4 étoiles, très bonne lecture, même s'il y a peut-être quelques petits défauts. 3 étoiles, bonne lecture. 2,5, vraiment lecture moyenne, il y a autant de positifs que de négatifs. 2, mauvaise lecture. Et 1 et 0, je dois avouer que je les ai jamais lus. En général, j'aurais abandonné ma lecture avant ça. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est un 3 étoiles. Il s'agit du premier tome de nouvelle saga francophone qui est La tisseuse de mélodie de Sarah Abbassi aux éditions Hachette Roman. On va suivre les aventures de Shona qui est une tisseuse, c'est-à-dire qu'en fait, elle est une bénie du dieu Sol et elle reçoit des visions qui vont décrire un petit peu le passé, le présent, le futur de plein de personnes, de toutes les personnes de la cité. Il y a 50 élus du dieu Sol et un jour, malheureusement, elle va voir une vision qui la concerne elle directement, dans laquelle elle est la cause de la destruction du royaume. À partir de ce moment-là, elle va s'enfuir pour des raisons assez évidentes et elle va rencontrer un jeune homme qui est Alistair, qui est musicien, c'est-à-dire que à l'aide d'instruments de musique, il pratique la magie ils vont petit à petit se lier, faire alliance pour s'entraider chacun pour leurs propres raisons. Et je vous en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir la suite du roman. Pour moi, ce fut un 3 étoiles. Parce que le début a été très compliqué. J'ai trouvé que dans les 30-50 premières pages, l'autrice nous balançait tout le world building de son roman, sans pour autant faire avancer l'histoire. Vraiment, j'avais l'impression de lire un descriptif, en fait, au final, de son world building, et pas de lire une histoire. Et donc, ça a été dommage. Et après, c'est vrai que ça a remis du temps à se lancer, et que j'ai du coup pas réussi à rentrer à 100% dans l'histoire et à être convaincue par la narration. Cependant, on a un univers et une imagination et un world building qui est vraiment génial. Je veux dire, cette magie qui touche à la musique, mais en même temps aux visions du futur, à la destinée, etc. Je trouve ça tout simplement magique à lire. On a vraiment ces scènes de combat, littéralement, où ils se combattent avec de la magie qui sort de leur instrument et j'ai trouvé ça grandiose à lire. Enfin bref, en fait, l'histoire elle est trop bien, j'ai mis du temps à rentrer dedans, mais une fois qu'on rentre dedans, vraiment, on apprécie l'imagination de l'autrice et ça j'ai beaucoup aimé. Et avec la fin de l'histoire, on se rend compte que on a peut-être un univers qui est plus riche que ça, plus développé que ça. Et je suis vraiment très curieuse de découvrir ça, donc je lirai très certainement la suite en espérant que le rythme sera beaucoup mieux. Ensuite, j'ai lu Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault, là encore aux éditions Hachette Roman. On va suivre les aventures de deux sœurs, Léna et Phoebe, qui, comme tous les étés, vont en vacances chez leur grand-mère au même endroit. Et elles ont chacune leurs problèmes. On a Phoebe qui a encore du mal à se remettre d'une rupture difficile qui date de l'année dernière, qui a une année d'études à l'université vraiment très compliquée, qui est littéralement en dépression. Et on a Léna, à l'inverse, qui, elle, veut passer un été à s'amuser, qui veut s'émanciper de l'ombre de sa sœur, qui a l'impression de jamais être assez bien aux yeux de ses parents, etc. Donc on a deux sœurs avec des profils très différents. Et on a aussi beaucoup de non-dits entre elles deux qui a installé une certaine rancune sans qu'elles s'en rendent compte. Clara Hérault a écrit 3 romans, je n'en ai lu qu'un seul, enfin 2 maintenant avec celui-ci, qui était L'effet boule de neige. Et j'avais beaucoup aimé sa plume et là encore j'ai beaucoup apprécié retrouver sa plume qui est belle, qui est poétique, qui est très douce. Elle aborde des sujets qui sont lourds, qui sont touchants, qui sont émouvants, mais elle l'aborde de la très bonne façon, d'une façon très émouvante. Cependant, moi ce qui m'a dérangée dans ce roman, il y a eu 2 choses. La chose principale qui m'a dérangée, ça a été le personnage de Léna, que j'ai trouvé très puéril, très immature,
très agaçante. Et étant donné que son point de vue correspond à 50% du roman, j'ai été agacée par 50% du roman. On a un personnage qui du coup est le monde, en veut au monde entier, pense que le monde entier lui en veut, mais qui va finir par apprendre, qui va finir par grandir. Et je trouve que c'est un message qui est très important à faire passer au final. Mais ça change rien au fait que le personnage m'a énormément agacée. Et l'autre petite chose aussi qui m'a agacée sur la première moitié du roman, c'est que du coup, comme je vous le disais, Phoebe est une jeune femme qui est en dépression, qui va vraiment très mal. Et j'ai eu l'impression pendant vraiment 50% du roman que son personnage était réduit à ça. Qu'elle n'était rien d'autre que cette femme au cœur brisé et en pleine dépression. Alors, pour avoir moi-même été quelqu'un qui a souffert de dépression, c'est quelque chose qui m'a un peu dérangée, je dois l'avouer. Même si oui, quelque part quand on est en dépression, on a l'impression qu'il n'y a que ça qui existe. Peut-être que ça manquait un petit peu de nuance en fait sur ce point-là. Mais avec la suite, ça s'est un petit peu arrangé. Mais c'est vrai que après avoir lu 50% du roman, je me suis dit, Phoebe, elle est rien d'autre qu'une femme dépressive en fait. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. Mais comme je vous le disais, la plume de Clara Héreau est vraiment très jolie. Les messages qu'elle fait passer sont vraiment très importants. J'ai versé mes petites larmes à la fin de l'histoire. Je ne vais pas dire le contraire. C'est pour ça que c'est un 3,5 sur 5. Ensuite, j'ai lu Le livre qui refusait de brûler, premier tome de la trilogie de la bibliothèque aux éditions Bragelonne, écrit par Mac Lawrence. Là, je vais avoir beaucoup de mal à vous faire une description du livre, étant donné que on est sur un ovni. On est sur un livre qui ne ressemble à aucun autre. Et concrètement, pour comprendre le livre, il faut le lire. On a l'impression que c'est un immense sac de nœuds. On se dit, mais où est-ce que nous emmène l'auteur? Il est perdu et sait plus où il va. Et croyez-moi, c'est tout le contraire. J'ai fait un peu une lecture hybride sur ce roman parce que j'ai lu les 200 premières pages en papier et les 200 premières pages ont été vraiment très laborieuses. Ça avançait pas, la plume je la trouvais trop pragmatique, trop descriptif, trop il s'est passé ça, sans avancer dans l'histoire, sans avancer dans l'intrigue et sans me faire passer d'émotions. C'est-à-dire que des livres contemplatifs, Dark Academia, etc., j'en lis plein et le fait que l'intrigue soit lente, que le rythme soit lent, ne me dérange pas si on a une très jolie plume à côté. Et là, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti sur le début de ce roman-là. Et du coup, malgré ça, en fait, j'avais pas envie de l'abandonner parce que j'étais hyper intriguée par cet univers, j'étais hyper intriguée par cette bibliothèque, par ce jeu de vérité et de mensonge, par ce jeu de passé, de présent et de futur, par cette connaissance, par tout ça en fait, par tout l'univers qu'il a créé. J'étais intriguée, j'avais pas envie de l'abandonner. Du coup, j'ai pris mon mois d'essai gratuit d'écoute audio et du coup, j'ai continué l'écoute de ce livre, la découverte de ce roman, en livre audio et c'est comme ça que j'ai lu les 200-300 pages, je sais plus trop, qui suivaient et ça a été génial parce que ça m'a permis de persister dans la lecture, de passer ce côté introductif de la première moitié du roman et d'arriver dans le vif du sujet. Et une fois qu'on est dans le vif du sujet, je peux vous dire que j'ai trouvé ça incroyable. Si tout le roman avait été comme ça aurait potentiellement été un coup de cœur. Et du coup, c'est pour ça que les 100 ou 200 dernières pages, je les ai continuées en livre papier. Je l'ai terminé en livre papier parce que j'étais à fond dedans. On a des personnages hyper intéressants, hyper profonds. Franchement, je peux même pas vous le décrire en fait. On a une romance en arrière-plan qui est à sa juste place et qui est suffisante et qui est assez particulière aussi. Et selon des petits avis qu'on m'a dit, le tome 2 est beaucoup plus petit. Apparemment, il fait à peine plus de 300 pages. Et ça enchaîne. Donc, je pense vraiment que ici, l'auteur a mal géré son introduction de saga. Mais que derrière, ça promet d'être incroyable. En tout cas, j'ai de très grandes attentes pour la suite de la saga. Ensuite, un petit roman graphique avec Lost in Taiwan de Marc Rillet aux éditions Hachette Roman Graphique. On va y suivre les aventures de Paul qui est un peu un casanier, un ado qui est toujours sur son téléphone, sur ses jeux vidéo, ou ses seuls amis, c'est des amis qu'il a en ligne et qui est chez son frère à Taïwan et qui un jour... pour une raison, il va aller chercher la nouvelle console de jeu, c'est ça, se retrouve à sortir de chez son frère et va se perdre dans Taïwan. Et là, il va faire une immense découverte, il va apprendre à s'ouvrir aux autres, apprendre à découvrir la ville, tomber sur cette jeune fille qui est tout simplement adorable. Et ça vous fait découvrir une très belle histoire sur l'ouverture de soi, sur la découverte du monde, sur se découvrir soi-même, etc., que j'ai beaucoup aimé. Je vous montre aussi également des illustrations que je trouve vraiment très chouettes. Voilà, on a les personnages comme ça, mais on a des pages entières d'illustrations de paysages que j'ai tout simplement trouvé magnifiques, mais il faut que je les trouve. Voilà, on a celle-ci que j'adore.
C'est vraiment un roman qui m'a fait voyager, moi personnellement, et j'ai beaucoup aimé ça. Ça a vraiment été une lecture très agréable qui m'a fait passer un très joli moment. Ensuite, on va parler Cozy Fantasy avec Flower Earth de Catherine Backwell aux éditions Big Bang. On est sur un one-shot qui est tout doux, qui est tout mignon. Une histoire assez simple dans laquelle on va avoir Clara qui a une magie des fleurs, mais qui un jour, par une erreur en fait de cette magie qu'elle contrôle pas trop, va faire pousser des fleurs toxiques dans le corps de son père qui risque de le tuer tout simplement. Et donc elle va aller chercher l'aide d'un ancien ami qu'elle voit plus réellement depuis longtemps, qui est Xavier, pour essayer d'apprendre à contrôler cette magie et faire un sort très puissant que pour l'instant elle n'est pas capable de faire afin de sauver la vie de son père. À côté de ça, on a aussi une petite malédiction, épidémie, même si c'est pas exactement ça, qui sévit et qu'elle va essayer avec Xavier de soigner. Il y a vraiment plein de petites choses, mais on est vraiment tout le long de l'histoire sur une ambiance très cosy, très mignonne. On est dans tout ce côté un peu petit chalet, petit cottage avec des ateliers de potions, des fleurs ici et là. On va beaucoup y parler de sentiments. On a des personnages qui sont très mignons, très touchants. C'est une lecture que j'ai lue après un gros pavé de 900 pages que j'ai adoré, hein, c'est pas ça le sujet, avec un univers très lourd, très riche, très chargé, une intrigue très développée. Donc c'est vrai que de temps en temps, lire ce genre de roman beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, surtout après des lectures comme ça, bah, c'est hyper agréable. Ensuite, un roman qui n'est pas encore sorti puisqu'il sortira le 2 octobre prochain. Il s'agit de Starling House de Alix E. Harrow aux éditions Hachette Rose, le rayon de l'imaginaire. Là, je vais vous présenter, on est sur un brochet avec jaquette. C'est un format assez particulier qu'on voit pas beaucoup. Et j'aime vraiment beaucoup. Déjà, je trouve l'illustration de la jaquette, je la trouve hyper belle. C'est la couverture VO, il me semble. Et en dessous, on a le style visuel de la DA classique de Hachette Rose. Et je trouve vraiment que c'est hyper joli. On va suivre les aventures de Opal qui vit dans un petit patelin en Amérique, enfin aux États-Unis plus précisément, un peu paumé, et qui, sans vraiment savoir pourquoi, a toujours été attirée par cette mystérieuse Starling House, ce manoir perdu au beau milieu de la forêt. Et en fait, on va découvrir Starling House, cette maison très particulière qui semble hantée, qui semble receler et cacher beaucoup de secrets, notamment son mystérieux propriétaire gardien actuel. Et en fait, cette histoire, c'est pas une histoire de maison hantée, c'est pas une histoire de maison hantée, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus différent, c'est beaucoup plus original que ça. On va d'abord y suivre un peu un côté thriller, enquête, de découvrir l'histoire de cette maison, l'histoire de ses anciens propriétaires, de ses anciens gardiens, de la personne qui a créé cette maison. Il y a toute cette enquête tout le long de l'histoire en fait. On va avoir plusieurs versions de cette histoire qui va changer au fur et à mesure du roman, qui va être racontée par différents habitants du village, différentes personnes qui ont connu ou non les anciens gardiens, etc. Il y a une romance en arrière-plan qui est assez chouette, qui est mignonne, qui prend pas trop de place mais qui est très agréable. On va apporter ce plus à l'histoire. On est aussi sur une question d'héritage, sur une question... vraiment, il y a une ambiance très particulière, très spooky dans l'histoire, mais sans être sur de l'horreur en fait à mes yeux. C'est beaucoup plus particulier de ça et je pense qu'il n'y a qu'en lisant le roman que vous pourrez comprendre ça. Ensuite, au mois d'août, j'ai lu mon tout premier manga. Voilà, j'avais jamais lu de manga et c'est vrai qu'avec la découverte des animés, le fait que de plus en plus j'apprécie lire des romans graphiques, des BD, je me suis dit bah, pourquoi pas me mettre au manga. Et j'ai bien fait parce que c'est vraiment un format que j'adore. Et donc ce tout premier manga, c'est L'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama aux éditions Pika. On va y suivre les aventures de Coco, qui est une jeune fille ordinaire qui vit avec sa mère dans une maison, dans un atelier de couture un petit peu, voilà, elle vend des vêtements, etc. Et qui est depuis toujours fan de la magie. Voilà, elle adore ça, elle idolâtre les sorciers, etc. etc. Mais bah, la magie, c'est quelque chose qui est réservé uniquement aux sorciers. Et malheureusement, Coco n'est pas une sorcière. Jusqu'au jour où elle va voir un sorcier utiliser la magie et comprendre la subtilité de cet art et par inadvertance, c'est un sort qui est interdit et très dangereux. Et suite à ça, du coup, le sorcier va la prendre sous son aile, l'emmener dans son atelier avec d'autres petites sorcières qui étaient déjà là et la choisir comme apprentie. Elle va faire partie des apprentis de ce sorcier et tout doucement apprendre la magie. Je vous en dirai pas plus parce qu'il y a plein de choses à découvrir encore. Et je trouve ça vraiment hyper chouette. J'adore l'énergie de Coco, elle me fait sourire, elle est mignonne, elle est drôle. En même temps, il y a un côté assez triste par ce qui s'est passé, par le côté... fataliste en fait de ce qui lui arrive
Et il y a cette magie que j'aime beaucoup, qui est assez originale. On s'éloigne du cliché de la baguette magique classique qu'on peut voir régulièrement. Là, ça vient à travers le dessin de runes en quelque sorte. Je sais plus comment est-ce qu'ils appellent ça. Attendez, je vais vous dire à la fin, ils en parlent. À la fin, il y a un petit tuto pour lancer des sorts. Voilà, des pentacles. Introduction aux pentacles magiques. Voilà, je vous montre ça sans vous montrer la dernière page et pour pas vous spoiler. Et je trouve ça hyper original en vrai et j'aime énormément. Je me suis déjà acheté le tome 2. Je sais pas si je le lirai en septembre ou pas, mais j'adore. Ensuite là, comme vous voyez, il me reste encore 4 livres, mais on est presque déjà à mon top 3 en quelque sorte parce que j'ai beaucoup hésité entre le 4e et le 3e. J'ai fait un choix, donc il y a un 3e, il y a un 4e, il n'y a pas une égalité, mais vraiment ils sont très proches et les deux ce sont des lectures 5 étoiles, donc je vous présente cette 4e place. Peut-être même que vous l'aurez déjà reconnu avec le jaspage, il s'agit de Curious Style de Pascal Lassalle aux éditions Big Bang. Et donc là, j'ai la version reliée Eclipse, qui est normalement la version la plus rare. Alors moi, je trouvais les deux très belles, donc j'aurais été très heureuse dans tous les cas. Mais c'est vrai que celle-ci, avec cette éclipse, ces tournesols et ce dessin d'océan, je dois avouer, avait ma préférence. Et on est sur un roman qui, pour moi, est unique. Je le trouvais vraiment magnifique, très poétique. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire. On va y suivre les aventures d'Emory qui va rentrer dans une académie de magie. Et en fait, dans cet univers, la magie, elle fonctionne par rapport à votre jour de naissance et à la position de la lune dans le ciel de ce jour-là. Et en fonction de ça, vous allez du coup faire partie de la faction des pleines lunes, des croissants, des décroissants, des nouvelles lunes et des éclipses, mais c'est beaucoup plus rare du coup parce que c'est une phase lunaire qui est beaucoup plus rare tout simplement, donc il y a moins de natifs de l'éclipse, c'est logique. Emory, elle fait partie des croissantes si je me trompe pas, et elle a un simple don de guérison assez classique. Sauf que au printemps dernier, elle a été témoin d'un drame dans lequel 8 de ses amis, de ses connaissances, de ses camarades sont morts noyés suite à l'inondation, à la marée haute qui s'est totalement emparée d'une grotte et Emory est la seule survivante. Sauf que suite à cet accident-là, elle commence à développer une magie assez particulière et beaucoup trop puissante qu'une simple guérisseuse n'est pas censée pouvoir maîtriser. Et à cela va s'enchaîner énormément de choses que je vous raconterai pas parce que pour moi je pense vraiment qu'il faut que vous le découvriez par vous-même. Société secrète, magie lunaire, on a toujours cette ambiance très brumeuse, très mystérieuse autour de l'histoire, comme si on était éternellement près d'un bord de mer en pleine nuit en fait, qui crée cette ambiance incroyable en fait à ce roman. On a une romance aussi, mais c'est difficile en fait de la décrire comme romance, mais ça vous comprendrez pourquoi je dis ça en lisant le roman, mais c'est vraiment 1 ou 2% de l'histoire. Et l'histoire a pris une direction à laquelle je ne m'attendais absolument pas, qui m'a beaucoup surprise et qui promet des choses vraiment incroyables pour la suite de la saga. C'est un livre qui va beaucoup parler des émotions aussi, parce qu'au final cette magie elle est aussi vachement guidée par ses émotions. Il y a plein de petites choses en fait qui se rajoutent et j'ai adoré cette lecture, vraiment on est passé à ça du coup de cœur. Et donc maintenant on passe au top 3. Peut-être que lui aussi vous l'aurez reconnu. En 3e place, on va avoir Dark Rise de C.S. Paca aux éditions Big Bang, là encore. Regardez-moi comment le roman est magnifique. On est sur un roman qui est sorti il y a maintenant 2 ans déjà. Mais le tome 2 est sorti là au début de ce mois de septembre. Et donc je suis hyper contente d'avoir attendu le mois d'août 2024 pour découvrir ce roman. Parce que vu la fin, je n'aurais pas pu attendre 12 ans avant de lire la suite. D'ailleurs, la suite est dans ma pile à lire du mois de septembre. Donc peut-être que je le lirai en septembre, en tout cas c'est prévu, ou plus tard, je le lirai en octobre, c'est certain. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu il y a longtemps ce premier tome et qui se souviendraient plus trop de ce qui se raconte, parce que il est sorti il y a 2 ans maintenant et on est sur un univers très précis, où il y a quand même pas mal de personnages, où il s'est passé quand même pas mal de choses assez subtiles, etc. Je vous ai fait sur YouTube une vidéo full spoil de ce premier tome afin de vous raconter tout ce qui s'est passé très rapidement. La vidéo dure 20 minutes pour vous remettre les idées au clair et en place pour que vous soyez parés pour la lecture du tome 2. Mais revenons à mon avis sur ce premier tome et j'ai vraiment adoré. On va suivre les aventures de Will qui 1 an plus tôt a vu sa mère se faire assassiner et qui depuis est un petit peu en fuite et pense à se venger jusqu'au jour où il va apprendre que sa situation est beaucoup plus complexe et profonde que ça. Les gens vont lui apprendre qu'il serait le descendant de la dame, une personne qui a été la seule capable, il y a de cela plusieurs centaines voire milliers d'années, de vaincre le roi obscur et qu'à l'heure actuelle quelqu'un essaierait de faire revenir ce fameux roi obscur.
Donc Will va vraiment découvrir un tout nouvel univers, un monde magique dont il ne soupçonnait même pas l'existence, une civilisation que beaucoup pensaient détruite, pensaient ne plus exister, mais qui survit depuis longtemps en attente de vaincre, en attente du roi obscur pour le vaincre. Et en même temps, il y a ces autres forces qui, eux, à l'inverse, font tout leur possible pour faire revenir le roi obscur. Et je vous en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir le roman. Toujours plus, en fait, l'histoire vient nous surprendre, toujours plus, il vient de se passer des choses. Et la fin... je m'y attendais tellement pas, mais une fois que j'ai su ça, je me suis dit mais c'était évident en fait. C'était évident et c'est ce genre de retournement de situation, de révélation que j'adore, auquel on s'attend pas, qui nous fout sur le cul quand on l'apprend, mais où au final on se rend compte que tout allait dans cette direction-là quoi. Et c'est la preuve que l'autrice a hyper bien mené sa barque, nous a totalement mené en bateau et j'ai adoré quoi. Et c'est pour ça qu'il est à sa 3e place d'ailleurs en comparaison à Curious Tide. C'est pour la façon dont l'autrice a mené cette intrigue incroyable. Ensuite à la 2e place, on va encore avoir un roman de chez Big Bang. Il s'agit de Un si fragile enchantement de Alison Saft, qui est un one-shot de romantasy young adulte et que j'ai vraiment adoré. J'attendais pas forcément quelque chose de ce roman, je m'attendais à lire un livre assez chouette, assez mignon, un petit peu comme l'autre roman de l'autrice qui est La chasseuse de l'alchimiste, mais les personnages et l'histoire a totalement conquéri mon cœur, m'a totalement émue, j'ai eu l'impression de faire partie de leur cercle, de leurs amis, de moi aussi vivre cette histoire avec eux, de moi aussi ressentir leurs émotions, leurs blessures, leur tristesse, leur joie, etc. J'ai adoré. On va y suivre les aventures de Niam qui a un pouvoir assez particulier, c'est qu'elle peut transmettre des émotions, des souvenirs aux vêtements qu'elle fabrique, aux vêtements qu'elle brode. Et un jour, elle va être embauchée par la famille royale pour réaliser les vêtements de mariage du futur prince et de sa fiancée. Un mariage qui est totalement arrangé et petit à petit, en fait, à cela va venir se mêler une attirance entre Niam et ce prince. Il y a aussi une intrigue politique qui est là. On a plein de personnages. Il n'y a pas réellement d'antagoniste à cette histoire en fait. C'est plein de personnages qui ont pris des mauvaises décisions mais qui l'ont fait pour de bonnes raisons, etc. etc. Et en fait c'est difficile à expliquer. On n'est pas sur un roman ultra original. On n'est pas sur un roman avec un truc incroyable, épique, plein de retournements de situation, etc. etc. On est sur quelque chose d'assez classique mais qui est parfait, d'une justesse folle. Et la plume de l'autrice vous envoûte totalement en fait dans cette lecture. Vraiment, j'ai ressenti toutes les émotions des personnages. On a un fan family que j'ai adoré. On a des personnages qui sont blessés, qui vont apprendre à s'ouvrir aux autres, qui vont apprendre, qui vont grandir, qui vont évoluer. Voilà. C'est un petit doudou en fait qui m'a fait beaucoup de bien à lire. Et enfin, à la première place de mes lectures du mois d'août, on va avoir un mastodonte. Une saga qui est incroyable, une saga monumentale. J'ai nommé le tome 3 de la trilogie d'Aeva Bad, L'Empire d'Or de Shannon Chakraborty aux éditions de Saxius, et c'est mon tome préféré de la saga. J'avais adoré le tome 1, La Cité de Laiton. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 2, Le Royaume de Cuivre, mais alors le coup de cœur pour l'Empire d'Or, il est encore au-dessus. C'est difficile en fait de trop vous parler de ce tome 3 en précision sans risquer de vous spoiler le reste de la saga. Mais il vient prendre une dimension fantastique, une dimension magique, une dimension merveilleuse, encore plus grande que les autres. On a tout ce dénouement de ces intrigues politiques qu'on a appris à découvrir, à voir avancer, à voir évoluer dans les autres sagas qui arrivent. On a énormément de ressentis, d'émotions. J'ai adoré en fait, cette saga est juste folle. Et tout le monde devrait lire cette saga, ça devrait être un classique, ça devrait être genre une référence tellement qu'elle est incroyable. Fantaisie orientale, adulte, politique, complot, royauté, différents peuples, magie, enfin histoire de famille, secret, il y a tellement de choses et pourtant à aucun moment on se perd, à aucun moment on s'ennuie. C'est incroyablement bien écrit et j'ai adoré quoi, c'était fou, c'était incroyable. Je pense que ce sera ma meilleure lecture de 2024, sincèrement. Après, il me reste encore 4 mois de lecture, donc peut-être qu'il y en aura une autre qui la surpassera, hein. On sait jamais. Mais en tout cas, elle sera dans le top 3, ça c'est certain. Donc voilà pour tous les livres que j'ai lus au mois d'août 2024. Je suis vachement contente, j'ai bien profité de mes vacances pour découvrir des romans qui en plus ont été géniaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si dans nous il y en a certains que vous avez lus, que vous avez aimé autant que moi,
ou peut-être que vous n'avez pas aimé, et puis c'est comme ça. Ou peut-être à l'inverse, il y en a certains qui étaient dans vos wishlists ou dans votre pile à lire et que je vous ai donné envie de découvrir à votre tour. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, ça me soutiendra et ça me fera vraiment très plaisir. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Et si vous voulez me suivre dans mes lectures au quotidien avec des recommandations, des petites discussions, mes vlogs lectures, etc., vous pouvez venir me suivre sur TikTok et sur Instagram. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée et de très belles lectures.